qu'on voulait discuter et présenter l'ouvrage ici à Dakar, et donc on est très heureux de le faire. Et puis je vais me rajouter aux multiples remerciements que nous avons eus depuis le début de l'après-midi, et remercier donc évidemment tous les organisateurs et organisatrices du programme, et puis remercier également des collègues qui sont plus jeunes, qui vont avoir le temps de donner leur point de vue sur l'ouvrage. Dans un pays où 50% de la population a moins de 20 ans, on est évidemment très heureux de pouvoir donner la parole à l'autre moitié de la population, puisque j'ai dépassé cet âge depuis malheureusement bien longtemps. Alors, l'idée de l'ouvrage, donc je vais vous présenter l'ouvrage que vous avez devant vous et en version papier. Vous avez ici la couverture de l'ouvrage et du travail collectif que nous avons fait avec mes 3 autres collègues. Et vous avez à droite le lien Internet qui vous donne un accès libre, immédiat et gratuit à l'ensemble du contenu de cet ouvrage. Pour nous, c'était essentiel que cet ouvrage soit accessible, gratuit et en français. Et donc, c'est une des caractéristiques de ce que nous faisons depuis de nombreuses années. Nous avions publié à la fin des années 2000 un ouvrage d'introduction à l'évaluation de programme avec un collègue qui s'appelle Christian Dagenet, où à l'époque nous faisions beaucoup de formations introductives à l'évaluation, et à l'époque les grands masters comme le master de Clear n'existaient pas, et donc on était souvent amené à donner des formations à Ouaga, à Parakou ou je ne sais où, et au bout d'un moment on avait du mal à donner les cours parce qu'il y a une littérature dans le champ de l'évaluation qui est, à l'époque, qui était essentiellement en anglais. Et on sait que dans la région, on a un peu de mal avec l'anglais, même si les jeunes qui sont ici maintenant sont bien meilleurs que nous l'étions, nous, à l'époque. Mais on a encore un peu de mal, globalement, à lire l'anglais. Et donc, on était, entre nous, avec Christian, un peu curieux de voir comment on pouvait nous assurer d'avoir de la littérature en français pour donner des cours. Et donc on a publié en 2009 un premier ouvrage qui s'appelait Introduction à l'évaluation, qui est lui aussi complètement en ligne et accessible gratuitement, qui vous donneront les bases et les concepts d'évaluation, et plus spécifiquement dans le contexte de la région, notamment Afrique de l'Ouest francophone. Puis ensuite, on a publié d'autres ouvrages, et puis si vous allez sur Internet, vous trouverez d'autres ouvrages, y compris dans cette maison d'édition. On a publié il y a 2 ans un autre ouvrage qui était spécifique sur les méthodes d'évaluation dans le domaine de la santé, où on a essayé là plutôt de présenter des chapitres avec des études de cas très concrètes sur comment on fait de l'évaluation dans la vraie vie des évaluatrices et des évaluateurs de la région, mais avec des méthodes, avec une présentation de méthodes très particulières, où on demandait également aux auteurs qui publiaient les différents chapitres que nous avons coordonnés dans ce tome 2, finalement, avec Christian, sur des enjeux très spécifiques de méthode. Et puis, depuis très très nombreuses années, j'avais en tête l'idée de cet ouvrage, puisque je me rendais compte que souvent, dans le milieu francophone, on avait souvent tendance à ressasser des discours et des réflexions sur l'évaluation, mais sur des éléments et des réflexions qui étaient déjà dans le milieu international et anglophone depuis déjà très très longtemps. Et parfois, on ressasse des choses alors que ça a déjà été dit 100 fois. Et ça a été dit 100 fois parce que ça a été dit en anglais, et puis souvent, en français, on a du mal parfois à réfléchir à ces enjeux-là. Par exemple, je me souviens, il y a quelques années, à Paris, au Collège de France, on a invité une grande prix Nobel de l'économie à nous expliquer comment on faisait l'évaluation avec des essais contrôlés randomisés. Et la France redécouvrait cette méthode qui est très ancienne et qui a été largement controversée, où il y a des dizaines d'articles et de livres qui expliquent que c'est certainement pas la bonne méthode pour faire de l'évaluation, mais les Français, les Parisiens redécouvraient ça, et les gens du développement redécouvraient ça, et c'était un autre épiphénomène qui montre le besoin d'aller voir un peu plus loin dans la littérature. Et donc, quand j'ai rencontré les 3 collègues, je leur ai parlé de cette idée, et ils ont tout de suite accroché, et évidemment, j'étais très très heureux de pouvoir réfléchir avec eux 3 sur comment on allait essayer de faire cette anthologie, finalement, des textes fondamentaux en évaluation.
Donc on s'est mis ensemble tous les quatre et on a donc essayé de réfléchir et de se mettre d'accord sur le besoin de créer une anthologie. L'idée, c'est de dire que l'évaluation, la pratique de l'évaluation, la réflexion sur l'évaluation, elle est très interdisciplinaire. Alors, il y a même un auteur qui a essayé dans le livre de parler de transdisciplinarité, qui s'est fait un peu ramasser par un vieux prof québécois qui s'appelle Yves Gingras et qui lui a expliqué que la science était un peu plus compliqué que ça, mais peu importe. L'idée était de dire ici qu'on voulait quelque chose de très interdisciplinaire, et le problème dans un champ interdisciplinaire comme est celui de l'évaluation, un peu comme celui de la santé publique, c'est que vous allez trouver de la littérature sur le sujet, les concepts sur le sujet, les approches dans plein de disciplines, et donc dans plein de livres différents, dans plein de revues différentes, et c'est un peu compliqué de s'y retrouver dans ce foisonnement. Beaucoup de gens en éducation vont penser être les premiers à écrire là-dessus, alors que ça a déjà été écrit en santé publique, où récemment des collègues en France ont publié un numéro spécial sur les méthodes mixtes, et ils étaient en train de dire qu'ils étaient quasiment les premiers à mettre en place les typologies, alors que ces typologies existent depuis déjà très longtemps dans un autre domaine, et donc ils ne connaissaient pas ce domaine. Donc voilà. Donc il y a tout ce travail et ce défi qu'on a dans nos domaines à nous très respectueux et respectifs, d'être à jour. Il y a tellement de choses qui se publient tous les jours dans nos domaines qu'on n'arrive déjà pas à suivre notre domaine. Donc dans un processus interdisciplinaire, c'est très compliqué. Donc il y a un foisonnement de littérature sur l'évaluation. Beaucoup ne sont pas accessibles et pas connus, notamment pour les francophones, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Non seulement il y a la barrière de la langue, mais aussi il y a la barrière à l'accès, en fait. Vous savez que beaucoup de publications scientifiques sont en accès payant, et donc en accès uniquement lorsque vous êtes abonné à une revue, ou que vous êtes dans le milieu académique, vous avez accès à des revues ou des livres, et puis tout le monde ne connaît pas, comme certains étudiants brillants de pharmacie, comment on craque et comment on arrive à trouver un livre en passant par un portail, ou un article en passant par un autre portail qui n'est pas officiel, et si vous voulez, je vous donnerai des liens après, en off, mais il y a tout un système parallèle qui permet d'avoir accès à cette littérature, et on pense que c'est un vrai problème. Donc le projet qu'on a essayé de porter tous les quatre, c'était vraiment de faire tomber ces barrières de langue, en rendant accessible de la littérature sur les processus d'évaluation, mais en langue française, de disciplines, pour essayer de croiser les regards sur toutes ces disciplines, de méthodes, sans tomber dans une réflexion méthodologique pure et dure. Et au début, je dois vous avouer qu'on avait prévu une section de l'anthologie sur les méthodes, mais au fur et à mesure de nos travaux, on a décidé de mettre de côté les méthodes, et que c'était quelque chose de finalement le plus simple, le plus accessible, et qu'on voulait plutôt se centrer sur la question de l'évaluation, puisque souvent les enjeux de méthodologistes peuvent nous faire basculer dans un autre monde. Vous avez vu chez certains scientifiques marseillais, parfois, ça permet d'aller sur... Okay. Donc je vous le disais, il y a très peu de maisons d'édition aujourd'hui dans le monde qui permettent de publier des livres en français et en accès libre. C'est assez rare, ça coûte souvent très très cher, et c'est assez scandaleux en fait. Et donc il existe une maison d'édition au Québec qui s'appelle les Éditions de Sciences et du Bien Commun, qui a cette valeur, qui a cette perspective sur les injustices épistémiques, donc le fait de rendre accessible à tous et à toutes des connaissances autour de certain nombre d'éléments, et qui se sont créés il y a quelques années, et qui offrent la publication d'ouvrages à des tarifs beaucoup plus accessibles que la plupart des maisons d'édition qui acceptent de publier en accès libre. Et on a donc mis en place un partenariat avec cette maison d'édition. Et si vous allez sur le site de cette maison d'édition, vous aurez accès à de multiples ouvrages en français, notamment centrés sur la région ouest africaine, et avec des livres qui sont gratuitement accessibles. Et je pense qu'il faut vraiment également saluer ce partenariat avec cette maison d'édition. Et enfin, l'une des co-auteurs du livre, la directrice du laboratoire interdisciplinaire en évaluation des politiques publiques à Sciences Po à Paris, et son laboratoire a aussi bien souhaité porter le projet, et donc on a réussi, y compris avec des petites subventions de mon propre laboratoire, trouver des moyens pour permettre le paiement de certains droits d'auteur
dans l'ouvrage, mais aussi l'ensemble de la production et l'ensemble des équipes de son labo, le LIEP, a contribué à cet ouvrage. J'en profite ici pour les remercier tous et toutes chaleureusement sur leurs travaux. Donc l'ouvrage est coordonné par ces 4 personnes. Je ne vais pas refaire le CV des quatre co-auteurs, mais ce qui est important et intéressant de partager, c'est que vous avez 2 personnes qui sont des évaluateurs, une évaluatrice et un évaluateur, qui sont des consultants qui vivent de la consultation en évaluation. Et les 2 autres, donc Anne et moi, qui sommes des académiques et qui vivons plutôt des impôts que vous payez ou que vous ne payez pas, et qui n'ont pas à se préoccuper de leur salaire à la fin du mois. Mais en même temps, nous 2, nous faisons des travaux de recherche sur l'évaluation et également des évaluations. Donc c'est intéressant de pouvoir partager ce regard sur les textes fondamentaux en évaluation entre, d'une part, des académiques qui sont souvent perçus comme des gens qui sont dans leur tour d'ivoire et bien souvent à défaut, et puis de l'autre côté des consultants qui font aussi, qui ont fait des doctorats également, mais qui savent aussi au quotidien ce que c'est que de négocier avec un client, de négocier comment on fait de l'évaluation et de récupérer des budgets pour pouvoir vivre et survivre. Donc on voulait absolument ce partage de réflexion entre ces 4 personnes, et ça a été très très fructueux pour mener à bien ce projet qui a duré quasiment 2 ans pour pouvoir le mettre en place. Alors, la démarche, comment est-ce qu'on a travaillé tous les 4 en harmonie? L'idée, c'était donc, l'objectif est de mettre à disposition pour tout le monde des textes fondamentaux du domaine de l'évaluation qui ont été publiés uniquement en anglais jusqu'à aujourd'hui. Il y a 1 ou 2 exceptions. Par exemple, vous avez un chapitre de Bomberger qui parle de l'évaluation situation réelle, que nous avions déjà traduit dans un de nos anciens ouvrages, mais qu'on pensait quand même important de mettre dans cet ouvrage. Donc on a choisi tous ensemble. Alors ça a été, je ne vous dis pas, ça a été très très long de se mettre d'accord, d'échanger. On a tous nos joueurs de foot préférés, on a tous aussi nos articles scientifiques préférés, et il a fallu qu'on négocie tous ensemble pour essayer de trouver un tout cohérent sur ces textes, et donc on a à la fin trouvé donc 33 et proposé dans cet ouvrage 33 textes qui nous paraissent fondamentaux sur le champ de l'évaluation. Évidemment, il a fallu discuter, échanger, mais aussi avoir droit de traduire ces ouvrages. Vous savez que beaucoup des articles scientifiques qu'on publie, et ça c'est un des vrais problèmes dans notre domaine, nous perdons les droits d'auteur une fois que nos articles sont publiés. Les droits d'auteur sont gardés par les maisons d'édition, et ensuite, quand vous voulez retraduire ou reprendre possession de vos articles, vous n'avez pas le droit, puisque les droits des articles appartiennent à la maison d'édition qui le publie. Et donc il a fallu parfois racheter certains droits d'auteur. On a dépensé presque 7 000 € de droits d'auteur qu'on a payés, y compris quand on demandait aux auteurs, ils n'avaient pas le droit de nous le donner. Et il y a des articles comme ça qu'on n'a pas pu mettre dans le livre, parce qu'un des articles, je me souviens, pour un article de 7 pages, il nous demandait 29 000 $. Alors évidemment, on n'avait ni les moyens, ni l'intérêt éthique de donner 29 000 $ à une maison d'édition pour publier. Donc vous voyez les enjeux de l'accès libre aux connaissances autour de ces questions-là. Donc il y a eu des compromis, parfois, sur l'accès à ces textes, et puis notre capacité à les payer, mais aussi notre capacité à les traduire. Ensuite, il a fallu qu'on discute sur les parties et la manière dont on allait organiser différentes parties. Je vous ai dit que la partie qui était sur les méthodes, qui était à l'origine prévue, a été mise de côté pour éventuellement un autre livre, on verra dans quelques années. Mais pour l'instant, on a donc 5 grandes parties que je vais vous présenter juste après. Ensuite, dans chacune des parties, on voulait, comme le titre l'annonce, avoir 3 sous-parties. Une première sous-partie sur les fondamentaux. On voulait partager donc les éléments essentiels et souvent assez anciens qui ont déjà été réfléchis, publiés, discutés dans la littérature anglophone. Ensuite, on voulait aussi avoir une partie plus sur les controverses, sur les débats qu'il y a, et dans le champ de l'évaluation, il y a de multiples débats en permanence sur tous les sujets, et donc on voulait aussi
rendre compte de ces débats en disant, par exemple, il y a un grand débat très ancien et depuis longtemps et qui continue sur est-ce que la sélection aléatoire par grappe est la meilleure situation pour faire de l'évaluation d'impact, ou est-ce qu'on ne peut pas utiliser des méthodes différentes, par exemple l'évaluation réaliste ou l'attribution causale ou le process tracing, ces éléments-là, pour pouvoir faire de l'évaluation d'impact. Donc il y a toute une littérature, il y a un débat autour de ça, et donc on voulait, dans chacune des 5 grandes parties, également avoir une deuxième sous-partie où on présentait ces débats et ces échanges. Et évidemment, tout ce qu'il y a dans le livre ne reflète pas notre opinion à nous 4, mais reflète l'opinion un peu globale de ce qui se passe autour de ces enjeux, et on voulait le partager avec vous. Et enfin, la troisième sous-partie de chacune des parties est plutôt sur l'avenir, la prospective, du futurible. Qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines années, dans les prochaines décennies, et qu'est-ce que les auteurs disent autour de ces différents enjeux dans chacune des parties. Et donc on a sélectionné pour chacune des parties des auteurs qui avaient réfléchi à ces questions-là. Et enfin, entre les 3 sous-parties de chacune des parties, si vous n'êtes pas perdus, il y a une introduction globale assez courte que nous 4 avons fait pour chacune des parties pour pouvoir bien mettre en perspective ce que vous allez lire dans la suite des textes. Et finalement, on a demandé pour chacune des 5 parties à un auteur contemporain qui travaille toujours sur le domaine de l'évaluation, de donner aussi son point de vue sur notre sélection et sur le contenu des articles et des chapitres qui sont dans l'ouvrage. L'idée était d'ouvrir aussi à des débats et d'ouvrir à d'autres collègues qui travaillent à l'international sur l'évaluation, pour que vous puissiez, quand vous allez lire l'ouvrage, avoir également une perspective autre que celle que nous 4 souhaitions présenter. Puis après, évidemment, il y a des enjeux de traduction, de langue. Évidemment, vous savez que la traduction, c'est un exercice compliqué qui mérite du temps, de l'argent et également des connaissances fines sur le domaine, et c'était jamais très facile. Et enfin, évidemment, cet ouvrage a l'air assez gros et assez lourd, mais il ne comporte que peut-être un quart des textes de tous ces auteurs. On a dû couper une partie de chacun des chapitres et des articles qu'on a partagés, puisqu'on ne pouvait pas tout mettre, ça allait beaucoup être trop long. C'est rapidement aperçu, une fois qu'on avait sélectionné tous les articles, que l'ouvrage allait être 2 fois plus grand, sinon 3 fois plus grand, et qu'on sait très bien que plus les livres sont gros, moins ils sont lus. Et donc on voulait faire en sorte que ça soit un peu digeste. Et donc on a été également, dans chacun des articles, sélectionner une partie de ces articles qui étaient les plus importants et les plus prometteurs. Donc quand dans le livre, vous allez voir 3 petits points encadrés par 2 crochets, ça veut dire que le reste est en anglais dans l'article original et qu'on n'a pas tout traduit. Ça ne veut pas dire que le livre n'est pas fini, comme on me l'a demandé une fois il n'y a pas longtemps. Ça veut dire que vous allez, si ça vous intéresse, si vous êtes passionné par ce que dit Bamberger, Scriven ou Patton, vous allez regarder directement l'article ou le chapitre en anglais, ce qui est aussi en même temps intéressant au plan de la formation pour nous, francophones, d'aller chercher ce qui se passe et ce que les auteurs disent. Alors, je rentre maintenant dans le cœur de l'ouvrage. Je vous l'ai dit, il y a 5 grandes sections. Une première partie sur à quoi sert l'évaluation. On en a parlé tout à l'heure dans l'introduction. À quoi est utile et à quoi sert l'évaluation. Dans une deuxième partie, on discute des enjeux de qui évalue. Est-ce que c'est les grands chercheurs? Est-ce que c'est les grands évaluateurs? Est-ce que c'est la population? Est-ce que c'est des bailleurs? Est-ce que tout le monde? Comment on peut se permettre de faire ce type d'évaluation? Le troisième élément, c'est la question de porter un jugement sur une intervention. C'est au cœur de débats sempiternels dans les revues d'évaluation. Est-ce qu'un évaluateur ou une évaluatrice est là simplement pour présenter des faits, comme diraient les épidémiologues positivistes? Ou est-ce que l'évaluateur est là pour dire « Non, 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 moi je porte un jugement, ce que tu as fait, c'est bien, c'est pas bien, ça aurait pu être mieux, voilà la valeur que j'attribue à ton programme. » Donc il y a plein de débats là-dessus, vous allez voir dans cette troisième partie des discussions autour de ça. La quatrième partie est également centrale, en tout cas au moins
dans le domaine académique, c'est autour de l'évaluation est-elle une science. Évidemment, aux États-Unis, vous avez des départements universitaires d'évaluation, vous avez des professeurs d'évaluation, ce qui existe encore un peu moins dans nos milieux académiques francophones, où l'évaluation est toujours un peu perçue comme de l'expertise, la consultation, et pas du tout un champ disciplinaire. Il y a des masters d'évaluation, mais plus de la pratique d'évaluation que de la recherche sur l'évaluation. Donc la question c'est, l'évaluation était une science, jusqu'où est-elle une science? Et évidemment, il y a des débats, et vous verrez dans l'ouvrage, sur aussi qu'est-ce que c'est qu'une science, et qui juge d'une science ou d'une autre. Et enfin, la dernière partie, elle est plus autour de comment on se positionne dans notre perspective et dans notre perception des objets, et donc tous les enjeux de position paradigmatique, alors c'est un gros mot, autour de la manière dont on est capable de se penser et de construire les objets, de construire les évaluations. Si on est quelqu'un qui pense plus aux faits et à l'objectivité, on va percevoir les objets, les évaluations, les projets de manière très différente que si on est une personne qui pense que l'évaluation et la science est un construit social et que nous participons tous à cette construction sociale et que rien n'est objectif dans la vie, et au contraire que tout est subjectif et qu'il faut avoir des débats autour de ces gens-là. Évidemment, pour ceux et celles qui font de l'évaluation, vous savez très bien qu'on travaille toujours en équipe, quasiment tout le temps, et que ces grands débats en permanence dans les équipes entre ces enjeux de paradigme. Donc voilà les 5 grandes parties que vous allez retrouver dans l'ouvrage. Je ne vais pas rentrer peut-être dans chacun des détails de chacun des chapitres, ça serait beaucoup trop long, mais voilà ici, par exemple, sur la première partie, sur l'évaluation est-elle une science, la manière dont ça a été organisé, avec ici, vous allez voir les grands penseurs ou les grandes penseuses de l'évaluation très très connus, en tout cas en Amérique du Nord, dans ce champ-là, notamment Chadish et Cook, autour de ces enjeux d'évaluation et de devis expérimentaux, cas expérimentaux, Schumann et Mathison, qui est plus une personne qui travaille sur l'évaluation dans le domaine de l'éducation et qui réfléchissent à ces questions-là. Steve Jacob, qui est un auteur québécois, je pense qu'il est d'origine belge, mais qui est au Québec depuis très longtemps, et un des rares, je dirais, européens dans cette anthologie, ce qui nous a été reproché à juste titre, et on pourrait en discuter. Et donc Steve Jacob a publié beaucoup aussi en anglais, donc pas en français, donc ça nous permet également d'avoir son travail, et évidemment Michael Patton, que vous connaissez, j'imagine tous en tout cas, qui est un des pères de ce qu'on appelle l'évaluation centrée sur l'utilisation et qui a une influence très très grande dans ce champ, et qui encore, la semaine dernière, je ne sais pas quel âge il a, mais il donnait encore une conférence à la Société européenne d'évaluation. Puis enfin, à la fin, vous voyez, on a titré chacun de ces chapitres « Le regard de ». Alors là, c'est le regard d'Yves Gingras, qui est une personne qui travaille qui est également un professeur québécois à la retraite, mais qui travaille beaucoup sur la notion de science et de ce que c'est que la science, et tout ce qui est la scientométrie. Il a aussi beaucoup de travaux là-dessus, et on voulait avoir son regard sur ces enjeux. Au niveau des approches paradigmatiques, on a senti également le besoin, de manière très importante, d'une part de rappeler les enjeux autour de ce qu'on appelle l'évaluation quasi-expérimentale. Donc pas l'évaluation expérimentale où vous allez tirer de manière aléatoire qui va participer ou qui va participer aux évaluations, aux interventions, mais plutôt la manière dont on peut reconstruire ça à partir de différentes manières. Et là, vous avez, pour ceux qui s'intéressent à ces questions-là, une présentation, une réflexion sur les défis de la recherche quasi-expérimentale, mais aussi de la manière dont la recherche qualitative, les données qualitatives peuvent elles aussi nous permettre de réfléchir à ce qu'on appelle l'attribution causale. Alors c'est un grand débat, et on voulait vous partager, à ma connaissance pour une première fois en français, cette question-là entre des données qualitatives et des données quantitatives, et des enjeux autour de la causalité. Comment on peut être sûr que c'est parce qu'on va donner un cash transfert de 25 000 par trimestre à des personnes les plus pauvres, que c'est ça qui va leur sortir de la pauvreté, et pas autre chose que ça. On est vraiment dans ces enjeux de causalité et de perception différente de la causalité, entre cette fameuse causalité successionniste, est-ce que c'est ça qui a causé ça,
ou la causalité générative avec l'approche de ce fameux sociologue Pawson sur ce qu'on appelle l'évaluation réaliste. Donc Pawson n'a pas de chapitre ici, mais on a traduit une série de débats qu'il y a eu dans une revue fort intéressante où des auteurs qui sont plus dans l'approche de l'essai contrôlé randomisé ont essayé de dire que eux aussi, dans les essais contrôlés randomisés, ils pouvaient aussi avoir une approche paradigmatique de l'évaluation réaliste. Et quand ils ont publié leur article, il y a eu des réactions immédiates par certains chercheurs en disant « Non mais vous rêvez, c'est pas possible, vous êtes dans des réflexions paradigmatiques tellement à l'opposé de l'approche constructiviste réaliste ou du réalisme critique que vous n'êtes pas capable de l'utiliser, ça n'a pas de sens. On est dans des enjeux paradigmatiques tellement différents que ce n'est pas possible. » Et les autres auteurs ont répondu ensuite. Donc il y a eu toute une réflexion comme ça, et dans les revues, parfois, dans les revues intelligentes, en fait, ils laissent ces réflexions et ces échanges, et on a voulu vous partager ces échanges dans cet ouvrage, et vous pourrez vous faire votre propre idée sur la capacité de faire ces échanges. Et les gens qui sont au cœur de ce qu'on appelle aujourd'hui les méthodes mixtes, donc utiliser des méthodes qualitatives et quantitatives, eux, sont plutôt dans ce qu'on appelle des approches paradigmatiques, pragmatiques, en se disant ces enjeux, ces débats paradigmatiques ne nous intéressent pas, nous ce qu'on veut c'est répondre à la question, et pas plus que ça. Voilà. Donc vous allez pouvoir rentrer autour de ces questions-là, et vous avez en bas un chapitre de réflexion de Manuela De Allegri, qui est une collègue italienne basée en Allemagne, qui fait de la recherche en Afrique de l'Ouest, mais aussi en Asie du Sud-Est, et de la recherche très en méthode mixte, et autour de ces approches quasi expérimentales, qui partage également sa réflexion. Alors, au niveau de la section sur à quoi sert l'évaluation, vous avez évidemment une réflexion sur l'utilité et l'utilisation des résultats de l'évaluation. Là aussi, c'est un champ innombrable, avec beaucoup de débats. Aujourd'hui, pour beaucoup, c'est un nouveau champ qu'on appelle la science de l'utilisation de la science. D'autres appellent ça le transfert des connaissances. Si ça vous intéresse, on a créé 2 MOOC en français sur le transfert des connaissances pour vous former à ces enjeux-là. Je pourrais vous donner les liens un peu plus tard, mais voilà, vous retrouvez notamment Carol Weiss, qui est une des autrices les plus en vogue, enfin qui a travaillé beaucoup sur ces questions-là et qui nous semblait essentiel pour vous à connaître, et Alkin et Todt aussi, qui ont travaillé sur des différentes typologies autour de ces questions. Et enfin, une évaluatrice qui est en Belgique, Nathalie Mons, qui partage également ses réflexions sur le sens et l'utilité et l'utilisation des résultats de l'évaluation. Puis on passe à la question de qui évalue, quel est la position de l'évaluatrice, quelle est la position de l'évaluateur, et comment on réfléchit autour de ces questions-là. Et on voit également un retour de Bomberger, dont j'ai évoqué tout à l'heure l'approche de l'évaluation en situation réelle et la manière dont on compose avec les différentes contraintes de l'évaluation. House et Hoff qui ont insisté beaucoup sur l'évaluation et la démocratie, et tous ces enjeux autour de l'évaluation démocratique et de l'évaluation participative ou transformationnelle, comme le propose Merten. Et puis Sandra Mattison, dans un texte très récent, ouvre un peu la boîte sur comment, dans le discours actuel très contemporain qu'on entend de plus en plus sur le bien commun mondial, comment l'évaluation peut contribuer à ça. Et enfin, Marthe Hurtaud, qui est une prof d'évaluation au Québec, a bien voulu également partager sa réflexion. Et finalement, on vous présente les textes sur les enjeux de l'attribution de la valeur et de l'évaluation des interventions, avec White, Scriven et Stuffelbein, qui sont des auteurs phares américains qui ont beaucoup discuté sur ces enjeux et sur les enjeux de critères et d'évaluation. Et évidemment, Guba et Lincoln, qui sont plus connus pour ce qu'on appelle l'évaluation de 4e génération, mais qui ont aussi beaucoup travaillé sur les approches constructivistes et qualitatives sur ces questions-là. Et enfin, sur une réflexion un peu prospective, il y a des travaux intéressants sur l'évaluation, je dirais, soit de nature féministe, soit de nature autochtone, en disant qu'il faut qu'on réfléchisse à la manière dont on peut s'approprier
l'évaluation et comment nous, personnes, peuples ou catégories sociales un peu mises à l'écart ou opprimées, on est capable aussi et on doit prendre la place dans ces enjeux-là. Donc il y a également une réflexion internationale sur ces questions. Alors en Afrique, vous avez l'Association africaine d'évaluation qui a poussé beaucoup ces dernières années autour de ces enjeux-là, en essayant de mettre en avant le fameux Ubuntu, qui serait une valeur africaine sur les approches évaluatives qui n'est peut-être pas comprise partout, mais qui peut être au cœur de ces gens-là. Et Thomas Archibald, dont on a parlé tout à l'heure, nous a fait l'honneur de rédiger une petite phrase de conclusion. Alors voilà, je ne rentre pas plus dans les détails sur la présentation de l'ouvrage, on pourra en discuter tranquillement tout à l'heure. Encore une fois, l'ouvrage est gratuit, accessible en ligne, on gagne 0 francs et 0 $ sur cet ouvrage, il est entièrement subventionné, donc n'hésitez pas à le lire, le partager, le diffuser, si vous le copiez, vous le citez, mais vous pouvez l'utiliser très, très, très largement, et puis je vous remercie, puis j'espère qu'on va pouvoir échanger tous ensemble. Merci infiniment Valérie pour ce bel exposé. C'est aperçu sur l'ouvrage, vous êtes revenu dans votre présentation sur les motivations qui ont guidé les co-auteurs pour produire cette anthologie, votre approche et votre démarche, l'effort investi. Et vous vous êtes appesanti dans votre exposé également sur le contenu de l'ouvrage. On a retenu 3 parties principalement, les fondamentaux, les controverses et débats, et l'avenir et la prospective. Et donc 3 parties, mais 5 sessions dans l'ouvrage. Premièrement, à quoi sert l'évaluation? Ensuite, qui évalue? Comment juger d'une intervention? L'évaluation est-elle une science? Et la manière dont l'on est capable de concevoir les évaluations, justement.